Alors, le bassin féminin, c'est une véritable merveille d'ingénierie biologique, hein. Une structure qui doit résoudre un paradoxe assez incroyable. Comment est-ce qu'une seule et même chose peut être à la fois, disons, un coffre-fort quasiment impénétrable, et en même temps une porte grande ouverte sur la vie? Voilà, c'est exactement la question qui va nous guider tout au long de cette exploration. Comment cette architecture si particulière arrive à faire les deux en même temps? Être une forteresse qui nous soutient au quotidien, et puis se transformer en un passage flexible pour permettre à la vie de commencer. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Le double défi, il est là. D'un côté, il faut que ça soutienne le poids de tous nos organes contre la gravité, jour après jour, sans faillir. Et de l'autre, il faut que ça puisse s'adapter pour un événement aussi monumental qu'un accouchement. C'est vraiment ce grand écart-là qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour bien comprendre cette architecture, il faut commencer par les fondations, évidemment. Le cadre solide sur lequel tout le reste va venir se construire. Je parle bien sûr du bassin osseux. Alors, quelles sont les pièces maîtresses de ce puzzle? Eh bien, on a deux os coxaux. Ce sont les os de la hanche qui viennent se rejoindre à l'avant, au niveau de ce qu'on appelle la symphyse pubienne, et puis à l'arrière, ils viennent s'ancrer solidement au sacrum, qui lui-même se termine par le petit coccyx. Tout ça, ensemble, ça forme un anneau pelvien incroyablement robuste. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de vraiment fascinant. Le bassin féminin, ce n'est pas du tout une simple version réduite du bassin masculin. Non, sa forme est radicalement différente. Tout simplement parce que sa fonction est différente. Il est plus large, plus évasé, plus ouvert, bref, tout est optimisé pour un accouchement. Un petit détail pour les connaisseurs, regardez ce trou qu'on appelle le foramen obturé. Eh bien, il est de forme triangulaire chez la femme, alors qu'il est plutôt ovale chez l'homme. Ok, maintenant, imaginons qu'on est au tout début du voyage de la naissance. Le point de départ, la porte d'entrée si on veut, c'est cette ligne de démarcation qu'on appelle le détroit supérieur. C'est vraiment ça qui sépare le grand bassin, la partie haute où le fœtus a grandi, du petit bassin en dessous qui constitue lui le véritable canal de l'accouchement. Et on entre maintenant dans le cœur du sujet, le passage. Le chemin que le fœtus va devoir parcourir. Et attention, ce n'est pas du tout une ligne droite, hein. C'est un passage bien plus complexe, jalonné par ce qu'on pourrait appeler trois portes successives, les fameux détroits. Ce voyage, on peut le voir en trois actes. Acte 1, l'entrée, c'est le détroit supérieur. Acte 2, le moment le plus critique, le passage le plus étroit, c'est le détroit moyen. Et enfin, acte 3, la sortie, la libération, c'est le détroit inférieur. Voilà, trois portes à franchir. Alors si les os forment, disons, le cadre de la porte, ce sont les ligaments qui vont dessiner les murs du couloir. Il y en a deux qui sont vraiment majeurs, le ligament sacrotubéral et le sacroépineux. Ce sont eux qui transforment ce simple anneau osseux en un véritable canal fonctionnel. Ils définissent en fait les limites du détroit moyen et du détroit inférieur. Et ce détroit moyen, attention, c'est vraiment un point crucial. On pourrait presque dire le point de non-retour. Pour les sages-femmes, pour les médecins, c'est un repère absolument essentiel. Une fois que la tête du fœtus a franchi ce cap, on dit que la présentation est engagée. Et à partir de ce moment-là, toute la progression va se mesurer par rapport à ce point précis. Bon, on a vu le passage. Maintenant, il faut s'intéresser au plancher. Parce que si le bassin est ouvert vers le bas, on peut se demander qu'est-ce qui empêche tous nos organes de tomber, tout simplement. Eh bien la réponse, elle est géniale, c'est un incroyable hamac musculaire. Et voici la pièce maîtresse de ce système de soutien, le muscle releveur de l'anus, ou levator ani. Alors le nom est un peu trompeur, parce qu'en réalité il ne fait pas que relever l'anus. Il soutient bien les trois filières, urinaire, génitale et digestive. C'est pour ça que l'image du hamac musculaire est parfaite. C'est lui qui retient tout le contenu de l'abdomen quand on est debout. Ce qui est absolument génial avec ce hamac, c'est qu'il a une double fonction. Il y a une partie qui agit un peu comme la toile d'un trampoline. C'est un soutien constant, passif, toujours là. Et puis, il y a une autre partie qui fonctionne comme une sangle active, qui se contracte quand on en a besoin. Par exemple, quand on tousse, on rit, on fait un effort, hop, ça se sert pour assurer la continence. C'est notre système anti-fuite intégré en quelque sorte. Et cette partie active, cette sangle, elle est elle-même composée de plusieurs faisceaux, très spécialisés. Chacun va s'attacher à une zone bien précise. Un faisceau pour le vagin, un pour le centre du périnée, un pour le canal anal. Ça permet un contrôle super fin et ciblé de la fermeture de chaque orifice. C'est un véritable système de harnais sur mesure. Mais attention, l'exploration n'est pas terminée. Sous ce grand hamac de soutien, il y a encore d'autres couches en dessous. On arrive maintenant tout en bas, à la base de la base, le périnée, et le tissu conjonctif qui va venir emballer et lier tout ça. Et là, on aborde un point qui prête souvent à confusion. Diaphragme pelvien, plancher pelvien, périnée, est-ce que c'est la même chose? La réponse est un grand non. Et c'est vraiment important de bien faire la différence.
Alors, pour que ce soit bien clair, le diaphragme pelvien, c'est le grand muscle de soutien interne, notre fameux hamac. Le périnée, c'est la structure externe qui se trouve juste en dessous. C'est la base, si on veut. Et cette base est elle-même organisée en plusieurs couches, plusieurs étages. Et le périnée, c'est tout un monde. La couche la plus superficielle, tout à l'extérieur, elle est surtout liée à la fonction sexuelle. On y trouve les tissus érectiles, comme les racines du clitoris. D'ailleurs, petite parenthèse, la partie interne du clitoris est absolument immense, et puis les muscles qui vont avec. Juste en dessous, on a la couche profonde, qui est, elle, cruciale pour la continence, parce que c'est là qu'on trouve, entre autres, le sphincter externe de l'urètre. Et pour lier et pour cimenter toute cette construction, il y a les fascias. Il faut imaginer ça comme un tissu, un film plastique très résistant qui vient envelopper, séparer, mais aussi renforcer chaque muscle, chaque organe. Et ce tissu a des zones de renfort, un peu comme des coutures super solides, qui ancrent tout en place. C'est important de le savoir parce que lors d'un accouchement, ces coutures peuvent parfois être étirées ou endommagées. Alors, si on récapitule cette architecture incroyable, qu'est-ce qu'on a ? On a un passage, balisé par 3 détroits. On a un plancher de soutien, ce fameux hamac, qui a une double fonction. On a une base externe, le périnée, avec ses propres couches. Et pour tenir le tout, un réseau de fascia qui vient tout consolider. C'est assez bien fait, non ? Vraiment, la clé pour bien comprendre toute cette anatomie, ce n'est pas d'apprendre une liste de noms par cœur. C'est d'essayer de la construire mentalement, en 3D, couche après couche, de superposer les structures. C'est une architecture complexe où chaque élément a sa place et sa fonction bien précise. Parce qu'au final, on se rend bien compte que ce n'est pas juste un schéma dans un livre de cours. C'est une architecture vivante qui nous porte littéralement chaque jour. Et comprendre à quel point elle est à la fois incroyablement forte et en même temps fragile, ça nous amène forcément à une question essentielle. Comment on peut en prendre soin au mieux pour qu'elle continue de nous soutenir le plus longtemps possible ?